Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. Ça y est, l'Eurobasket est terminé et on connaît le nouveau champion, ou plutôt le même champion que la dernière fois, puisque la Belgique s'est imposée face à l'Espagne au terme d'un match riche en rebondissements. De son côté, l'équipe de France qui jouait pour la médaille de bronze face à l'Italie s'est inclinée et nous a proposé une prestation calamiteuse. Aujourd'hui, on va donc évidemment revenir sur ce qui s'est passé pour l'équipe de France, mais également débriefer un peu plus en profondeur la victoire belge face à l'Espagne. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait, à activer la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, mais aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match des Bleus et surtout de la grande finale Belgique-Espagne. Avant de revenir sur la dernière journée, on va faire un petit point sur l'attribution des trophées de cet Eurobasket, puisque comme pour chaque compétition, la FIBA a décerné certains trophées aux joueuses les plus méritantes, selon elle, pour cet Euro. Pour les trophées individuels, le premier auquel on va s'intéresser, c'est celui du coach du tournoi, et il est attribué à Andrea Capobianco, le sélectionneur italien, qui a fait un très bon travail avec son équipe, malgré un gros coup dur en préparation avec la perte de Mathilde Villa, la meneuse titulaire. Capobianco a su exploiter les qualités de ses joueuses pour les mener jusqu'à la médaille de bronze, une performance historique puisque ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas atteint le podium, et il n'a vraiment pas eu un parcours facile dans cet Euro, sortant d'un présumé groupe de la mort composé de la Lituanie, de la Slovénie et de la Serbie. Il a réussi à mener l'Italie en tête de ce groupe à la fin des phases de poule, puis malgré une frayeur en quart de finale contre la Turquie, son équipe a proposé une très belle prestation face à la Belgique et sont passés à deux doigts de sortir les championnes en titre. Si sur le papier l'Italie n'avait rien d'une équipe qui pouvait faire le podium, Capobianco a réussi à proposer une défense collective très impressionnante, en particulier lors des derniers matchs, et surtout il a su s'appuyer sur sa meilleure joueuse, Cecilia Zandalassini, pour les emmener jusqu'à la médaille de bronze. Une récompense qui est donc amplement méritée pour le sélectionneur italien selon moi. On passe maintenant à un nouveau trophée de la FIBA qui a vu le jour cette année, c'est celui de la meilleure défenseuse sur le tournoi, et il a été attribué à Mariona Ortiz, la meneuse espagnole, qui a fait de belles prestations, mais c'est surtout la défense collective de l'Espagne qui nous a impressionnés sur ce tournoi, et c'est selon moi assez compliqué de sélectionner une joueuse parmi toutes ces Espagnoles. Personnellement, je l'aurais sûrement donné à Raquel Carrera plus qu'à Mariona si je devais choisir une joueuse espagnole, mais c'est toujours compliqué de sélectionner une meilleure défenseuse dans des défenses très collectives qui bougent ensemble et où chacune a son rôle. Mariona Ortiz, en tant que meneuse et pointe de la défense espagnole, a évidemment eu un gros rôle à jouer dans cette défense collective, et sur si peu de matchs, c'est tout de même compliqué de voir quelqu'un qui pourrait se détacher, quelles que soient les équipes. À se demander aussi si ce trophée n'a pas été attribué pour donner un petit trophée de consolation à l'Espagne, et peut-être également influencé par le lobby de Saragossa, qui est devenu la ville préférée de la FIBA ces dernières années. Le troisième trophée individuel, c'est celui de la Rising Star du tournoi, et il a été attribué à Juste Iosité, la lituanienne, qui a fait de très belles prestations avec son équipe, leur permettant de sortir du groupe B, le présumé groupe de la mort, comme pour l'Italie, et qui a vraiment été la patronne de son équipe, bien aidée tout de même par Laura Joskaite, et elle a fait une très belle prestation contre la Turquie lors du dernier match de la compétition, ce qui a certainement dû faire pencher la balance de son côté, puisque selon moi ce n'était pas elle la favorite pour le recevoir, mais bien Frida Booner, la jeune Allemande, qui a fait un tournoi de grande classe, terminant meilleure scoreuse de son équipe avec 15 points de moyenne, mais également troisième à l'éval et troisième au rebond. Elle a également permis à l'Allemagne de terminer à la cinquième place, une performance très honorable au vu des absentes de l'effectif et le vivier allemand qui est beaucoup moins important que d'autres nations européennes. Et donc selon moi, c'est sûrement elle qui aurait dû gagner ce trophée, mais ce n'est cependant pas volé pour Juste Iosité, qui, je le répète, fait un très beau tournoi et est tout à fait légitime à recevoir ce trophée de par ses performances. Le dernier trophée individuel, vous vous en doutez, c'est bien celui de MVP. On le sait, à chaque fois qu'elle participe à une compétition, elle repart avec le trophée et une jolie montre Tissot. C'est bien Emma Messmann. Impériale tout au long du tournoi, il ne lui manque que quelques passes en finale pour réaliser un triple-double et elle termine l'Eurobasket avec 19 points, 9 rebonds, 5 passes pour 27,7 d'évaluation. Oui, oui, vous avez bien entendu, Emma a roulé sur absolument tout le monde, même si il y a eu quelques matchs où elle a été un peu plus en difficulté au niveau de son adresse, bien gênée par les défenses adverses. Je pense notamment à la demi-finale contre l'Italie et à la finale contre l'Espagne. Malgré tout, son impact sur le jeu est immense
Emma est la meilleure joueuse européenne de l'histoire selon moi. Et je pense même que si la Belgique avait perdu en finale, c'est tout de même elle qui aurait hérité du trophée de MVP, tant elle est au-dessus des autres et il y a vraiment 3 classes d'écart entre elle et le reste du monde. Emma Messmann d'ailleurs, que l'on retrouve dans la meilleure équipe du tournoi, en compagnie de sa coéquipière, Julie Allemand, et de 2 Espagnols. On va voir ça tout de suite, avec donc Julie Allemand, Cecilia Zandalassini, Alba Torrens, Raquel Carrera et Emma Messmann pour ce premier 5 de la compétition. Encore une fois, ce n'est pas forcément ce que j'aurais fait. J'ai du mal, et pourtant je suis supporter espagnol, à détacher vraiment 2 joueuses espagnoles pour mettre dans ce premier 5, étant donné que le parcours a été plus collectif qu'individuel. Et même s'il y a eu de très grosses performances, que ce soit d'Alba Torrens en poule ou de Raquel Carrera sur certains matchs comme le quart de finale, il y a aussi eu de très bons matchs, d'Awafam par exemple, ou de Aina Ayuso. Et c'est donc difficile d'avoir vraiment 2 Espagnols dans ce premier 5. La FIBA a fait le choix de les récompenser pour leur parcours. Pourquoi pas? Ça ne choquera personne, mais sur le plan individuel, il y avait peut-être de meilleures joueuses à mettre dans ce premier 5. Dans le second 5 de la compétition, on retrouve les 2 autres membres des 4 fantastiques belges, avec Julie Van Loo et Caroline Skens, et d'autres joueuses qui ont réalisé de très belles performances individuelles, comme Louisa Kessel-Soder par exemple, ou Valerian Ayayi. On a donc les 2 Belges, Julie et Chiara, avec sur les lignes arrière Sevgi Ozoun, Valerian Ayayi et Louisa Gesell-Soder sur les postes 3 et 4, une belle équipe pour jouer au basket, on ne va pas se mentir, et qui est totalement méritée, même si on aurait pu, à la place de Valerian Ayayi, mettre une Janelle Salin par exemple, qui a eu plus de mal sur les 2 derniers matchs, mais qui a été très bonne sur tout le début de compétition. Ça ne me choquerait pas, la présence de Valerian non plus, la présence de Louisa est amplement méritée dans ce deuxième 5. Même chose pour Julie Van Loo, même s'il aurait pu avoir une discussion avec Eliska Hamsova, par exemple, la meneuse de la République tchèque, ou encore Constanza Verona, qui sur le plan statistique n'a pas été excellente pour l'Italie, mais qui a été un facteur prédominant pour aller décrocher sa médaille de bronze. 2 équipes All-Star donc qui représentent bien les performances collectives de certaines équipes, même s'il y aurait pu avoir discussion sur quelques noms, les 10 joueuses sélectionnées ne choquent personne, et cette sélection fait un petit clin d'œil au discours de la Fédération française de basket, qui annonce que la WNBA est une contrainte et qu'ils ne sont pas sûrs que les joueuses arrivent en forme dans des compétitions internationales. Et sur les 10 joueuses sélectionnées dans ces 2 All-Star Teams, il y en a 6 qui ont joué en WNBA en début de saison et donc raté une partie de la prépa. Comme quoi, tomber sur les joueuses ou sur la WNBA encore et encore, c'est peut-être pas la solution, étant donné que la plupart des joueuses qui sont passées en W cette saison ont dominé lors de cet Euro. On est parti donc pour le débrief des 2 derniers matchs de la compétition. On va revenir très rapidement sur ce qui s'est passé le matin. Le match entre la République tchèque et l'Allemagne n'avait pas vraiment de valeur, c'était seulement pour décrocher la 5e place, c'est l'Allemagne qui l'a remporté. Par contre, le premier match de la journée entre la Lituanie et la Turquie avait un vrai enjeu, et c'est la Turquie qui s'impose et qui valide donc son ticket pour les tournois qualificatifs du Mondial 2026. La Lituanie, quant à elle, ratera le Mondial quoi qu'il arrive et ne pourra même pas tenter d'y participer. Passons donc au match que vous attendez tous, c'est le match de l'équipe de France. On ne va pas revenir en longueur comme on l'a fait lors de la précédente vidéo sur ce qui s'est passé pour l'équipe de France. On va revenir sur certains points, mais je pense que la plupart des choses que j'ai pu dire lors du match contre l'Espagne sont également valables pour ce match-là contre l'Italie. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente, vous aurez le lien en fin de vidéo, et sinon je vous le mets juste là, en haut, vous n'avez qu'à cliquer, ça vous permettra d'avoir un petit peu mon avis. Et sinon, on en a beaucoup parlé après le match sur Twitter lors d'un space, donc n'hésitez pas à aller écouter ça, il est disponible en replay, je vous mettrai le lien pareil dans la description. Sur ce match, on a donc retrouvé une équipe de France avec les mêmes problèmes qu'en demi-finale face à l'Espagne, et surtout en deuxième mi-temps, où l'équipe a été incapable de proposer quoi que ce soit dans le jeu, surtout offensivement. Défensivement, ça a été un peu mieux en deuxième, en première, ça a été très compliqué. Encaisser 23 points par cette Italie-là en un quart temps, ça la fout mal pour une équipe qui se veut réputée défensive. Donc il y avait un vrai problème là-dessus. La France a été totalement dépassée. On ne sait pas si c'est quelque chose qui est mental ou forcément, après une défaite, c'est ce que je vous disais en fin de vidéo précédente, c'est toujours dur de jouer pour la médaille de bronze. On ne sait jamais comment les équipes vont réagir, vont rebondir après la défaite en demi-finale. Ça a été un peu le cas pour cette équipe de France qu'on a senti vraiment peu inspirée, à l'image de son Euro, où elle s'est entêtée encore une fois à tirer à 3 points. On a trouvé en tout début de match un petit peu d'alternance dans le jeu, des situations de high-low, donc poste haut, poste bas, entre Janelle Salin et Iliana Rupert, qui ont fonctionné puisque Iliana a pu scorer.
C'est facile le basket, quand on arrête les mains à main à 10 mètres du cercle et les passes en périphérie qui n'amènent à rien. Là, on a eu vraiment quelque chose de différent. Ça a permis d'aider un petit peu. Il y a une joueuse qui a vraiment surnagé dans ce match pour l'équipe de France, c'est Minia Touré, mais qui profite de ce système où il ne se passe pas grand-chose pour faire valoir ses qualités. On rappelle que Minia Touré, c'est une ancienne joueuse internationale 3-3 pour l'équipe de France, et donc forcément, décanter des situations par du 1 contre 1 ou de la pénétration en jouant vraiment de l'isolation, c'est des choses qu'elle a l'habitude de faire en 3-3, et ça s'est vu sur ce tournoi. On l'a vu en demi-finale contre l'Espagne où c'est elle qui ramène un petit peu la France, puis lors de la petite finale contre l'Italie. Malheureusement, à ce niveau-là, jouer de l'isolation, c'est pas suffisant et ça amène à beaucoup de déchets. Ça a été le cas pour Minia, pour Leila Lacan par exemple, ou encore pour Tima Pouille. Tima Pouille qui est d'ailleurs passée dans la rotation devant Pauline Astier, très certainement punie pour sa demi-finale face à l'Espagne, même si elle n'avait eu que très peu d'occasions de montrer ce qu'elle était capable de faire. Pauline n'a absolument pas joué lors de cette petite finale, pourtant ça aurait fait du bien, elle qui avait dominé sa match-up avec Constanza Verona en Euroleague cette saison, terminant à 10 points de moyenne, 7,5 passes et plus de 3 rebonds de moyenne sur ses deux matchs contre Schio. Et bien contre l'Italie, Jean-Aimé Toupane a décidé de ne pas la faire jouer. On ne sait toujours pas, j'attendais un petit peu de voir si on avait des annonces qui allaient être faites, en cas d'une possible blessure qui aurait expliqué le fait qu'elle ne joue pas du tout de cette petite finale, mais non, on n'a rien eu, aucune communication là-dessus, donc selon moi, c'est un choix de coach, un choix qui ne s'est pas avéré payant, une fois de plus, mais encore une fois, je ne vais pas revenir sur les choix de Toupane sur cet Eurobasket et depuis quelques années maintenant avec les compétitions qu'on a pu voir précédemment, mais c'est toujours des choix qui coûtent très cher à l'équipe de France. Et ça s'est vu puisque une fois de plus, la France n'a été capable de rien faire sur jeu placé. Il n'y avait vraiment aucune création. Elle n'a scoré que 18 points en deuxième mi-temps. Oui, oui, 18 points. Vous avez bien entendu. Je trouve ça absolument incroyable pour une équipe avec autant de talent. Donc vraiment, il y a un problème dans la manière d'aborder les matchs. Forcément, Jean-Aimé Toupane a sa part de responsabilité là-dessus. Ce n'est pas le seul, le reste du staff également. Les joueuses ont forcément une part de responsabilité, il ne faut pas les exempter de tout reproche. Il y a forcément quelque chose qui vient d'elles, c'est normal, elles sont sur le terrain. Il y a des moments où on n'applique pas forcément les consignes, des moments un peu de latence. On ne peut pas enlever toute la responsabilité aux joueuses. Par contre, on peut leur trouver beaucoup de circonstances atténuantes, comme j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes ou dans le space sur Twitter, que ce soit leur mauvaise utilisation, des temps morts qui ne ressemblent à rien et qui n'abordent absolument pas le point tactique. On est là juste pour mettre la faute sur quelqu'un. À ce niveau-là, je pense que les joueuses savent quand elles font des erreurs. Il n'y a pas besoin de prendre une minute de temps mort pour répéter ces choses-là. Donc c'est bien de l'aborder, mais de manière peut-être différente de ce qui a été fait lors de ces temps morts-là. Et de, pourquoi pas, je sais que ça peut être une hérésie pour certains, mais de proposer des systèmes offensifs pour mettre les joueuses dans des bonnes conditions. Je sais que ça paraît lunaire avec cette équipe de France, puisqu'on n'a pas vu ça depuis des années maintenant, mais si, c'est possible. On l'a d'ailleurs vu sur ce match avec l'Italie qui a mis tous les ballons dans les mains de Cecilia Zandalassini et qui a vraiment pris les choses en main lorsque la France revenait un petit peu dans le match. Voilà, on ne va pas détailler plus que ça pour cette rencontre. L'Italie a très bien joué son coup, une défense collective qui a totalement fermé la raquette, qui a laissé les Françaises shooter de loin, sans adresse une fois de plus, et qui offensivement a pu compter sur Cecilia Zandalassini, Constanza Verona, qui fait, je le répète encore une fois, un tournoi de très haut niveau, et sur un collectif italien qui avait beaucoup plus envie de cette médaille que l'équipe de France. Les Bleus rentrent donc de cet Eurobasket sans médaille pour la première fois depuis 2007. Oui, depuis l'Euro 2009, la France avait à chaque fois rapporté des médailles, la plupart du temps en argent, et c'est donc un vrai pas en arrière pour cette équipe, car malgré les beaux discours de la Fédé ou de Jean-Aimé Toupane, non, le bronze n'est pas l'or, et rentrer sans médaille, c'est un vrai échec. Et on espère sincèrement qu'il y aura du changement, que ce soit sur le banc des Bleus, mais aussi pour les décisionnaires de la fédération, même si on ne va pas se mentir, il y a tout de même très peu de chances que ça arrive. Passons enfin au décryptage de la grande finale, qui a vu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la Belgique s'imposer face à une très belle équipe d'Espagne, dans un match absolument incroyable, que ce soit techniquement, tactiquement, ou même dans le scénario de la fin du match. Vraiment, on a été régalé, ça a été une très belle vitrine pour le basket féminin européen. Et une fois de plus, on a la preuve que le basket est un sport qui se joue à 5 contre 5, mais qu'à la fin, c'est Emma Messman qui gagne. L'Espagne avait pourtant la main mise sur ce match. Elle menait de 7 points à la mi-temps, puis de 12 points à moins de 3 minutes de la fin du match, et s'est totalement effondrée.
Malgré les rentrées de quelques joueuses d'expérience pour essayer de cadenasser le match, la Belgique a passé un cinglant 14-0 pour s'imposer sur le score de 65-67. Et comme je le disais personnellement pendant le match, je trouve que les deux équipes auraient fait un très beau vainqueur, quoi qu'il arrive. On a eu une très belle finale. Moi personnellement, vous le savez, j'étais pour l'Espagne et forcément, mon cœur de supporter est un petit peu meurtri de ce qui s'est passé, mais je suis très content pour cette équipe belge qui réalise le back-to-back après son titre en 2023 contre l'Espagne également. D'ailleurs, petite stat assez drôle, sur les 10 derniers Eurobasket, l'équipe qui menait à la mi-temps en finale a remporté 10 fois le titre. Les 2 fois où ce n'est pas arrivé, c'est l'Espagne en 2023 et l'Espagne en 2025. Donc il ne faut jamais être serein quand on est l'Espagne et qu'on est devant à la mi-temps, car tout peut arriver lors d'une finale d'Eurobasket. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match, et on va voir un petit peu le déroulé. J'ai sélectionné quelques actions qui sont assez sympas à analyser. Donc on va voir ça tout de suite, avec un début de match qui a été très bon offensivement de la part de l'Espagne, certainement leur meilleur match offensif depuis le début de la compétition, pas forcément au niveau des points marqués, mais dans les plays qui ont été annoncés, les lectures de jeu et la façon d'amener les tirs. C'est rentré, ce n'est pas rentré, après ça c'est la loi du sport, mais dans la manière de jouer et de se déplacer, c'est certainement leur plus beau match offensif, à commencer par deux actions qui ont très bien fonctionné en début de match et qui concernent Awafam. On a ici Alba Torrens qui a le ballon dans l'aile à 45 degrés, Awafam qui va venir poser un écran, puis Alba va décider de ne pas prendre cet écran et d'attaquer plutôt la ligne de fond au vu de l'orientation d'Antonia Delair. Chiara Linskens va très vite lire ça, elle va alors venir aider sur Alba Torrens qui va pouvoir libérer le ballon sur Awafam qui est absolument seule dans le coude de la raquette pour prendre son tir. C'est un spot qu'elle affectionne particulièrement et ça fait 2 points. Awa a d'ailleurs très bien commencé son match, puisque très rapidement derrière, on a vu à peu près la même action avec Mariona Ortiz cette fois-ci. Donc l'Espagne va une fois de plus surcharger le côté opposé avec 3 joueuses. On voit que Julie Van Loo n'est pas tellement dans l'aide, donc c'est une très bonne chose pour l'attaque espagnole, étant donné que Mariona Ortiz va pouvoir attaquer la ligne de fond après l'écran. Chiara Linskens va venir doubler avec Julie Allemand qui défend sur la porteuse de balle, ce qui libère totalement Awafam à 3 points, qui va pouvoir prendre le tir. On a vu contre l'équipe de France qu'elle était capable d'en mettre. Pour ceux qui la suivent un petit peu depuis quelques années, c'est vraiment un domaine sur lequel elle a progressé cette année. C'est une joueuse qui a une très belle gestuelle, mais qui manquait un petit peu de réussite sur ses tirs longue distance. Depuis cette année, elle a vraiment ajouté cette arme-là à son arsenal. Ce n'est pas une shooteuse comme Chiara Linskens peut l'être, mais il faut tout de même la respecter et sortir sur elle. Chiara Linskens ici est beaucoup trop en retard. Les rotations et les mouvements des autres Espagnols, en particulier Raquel Carrera, qui est venue emmener Emma Messman dans la raquette, ne lui permettant pas de venir aider, libère totalement le tir pour Awafam, qui va faire une grosse filoche et qui lance parfaitement bien son match. Et pour l'Espagne, on va d'ailleurs continuer d'appuyer là-dessus sur le début de match, avec ici une attaque différente, un pic plein axe entre Elena Pueyo et Raquel Carrera. Vous le voyez ici, Mariona Ortiz qui est dans l'aile va venir couper pour créer un mouvement, ce qui va déstabiliser toute la défense. On le voit ici, Julie Allemand a un petit peu de retard, Julie Van Loo est derrière, Elena Pueyo qui a pris l'écran, Emma Messman est en couverture d'un peu tout le monde, venant aider sur Pueyo pour le pic, mais aussi en essayant de couvrir Raquel Carrera et la coupe de Mariona Ortiz, ce qui va totalement focaliser la défense sur ce qui se passe au niveau du ballon, donc les 3 joueuses qui sont impliquées par cette action-là, et libérer totalement Awafam sur la ligne de fond. On le voit ici, Chiara Linskens a déjà 2 ou 3 mètres de distance par rapport à Awafam qui est prête à recevoir le ballon. C'est ce qui va se passer. Elle va recevoir la balle. La défense n'est plus dans l'aide, totalement dépassée par les coupes sans ballon qui viennent de se produire. Et Awa va pouvoir attaquer la ligne de fond, étant beaucoup plus mobile et réactif que Chiara Linskens pour aller finir sur 2 points. Tactiquement, c'est donc très bien joué de la part de Miguel Mendes et de l'Espagne en premier quart-temps, étant donné qu'elles ont beaucoup appuyé sur le manque de mobilité de Chiara Linskens pour défendre sur Awafam, essayant de l'inclure au maximum dans des actions, que ce soit sur du pic ou loin du ballon, pour qu'elle n'ait pas forcément le temps d'intervenir. Une fois de plus, on le voit sur l'action suivante, avec un pick and roll entre Mariona Ortiz et Awafam. Mariona Ortiz va faire le choix de ne pas prendre l'écran, ce qui va pouvoir permettre à Awafam d'aller poser un écran dans le dos sur la joueuse d'Alba Torrens, qui va plonger dans le dos, alors que toute la défense est focalisée sur Mariona Ortiz qui a passé sa joueuse. Alba va alors se retrouver totalement seule, en plein milieu de la raquette, obligeant Emma Messman à venir aider, elle qui défendait sur Raquel Carrera qui est dans le short corner. Chiara Linskens va venir fermer également, un petit peu dans un rôle de gardien de but,
Mais ici, on va voir toute l'intelligence d'Alba Torrens qui, au moment où elle reçoit le ballon, a tout de suite lu la situation et va nous faire une magnifique passe dans le dos pour Raquel Carrera qui va pouvoir attaquer la ligne de fond avec le retour tardif d'Antonia Delair. Encore une fois, c'est très bien joué de la part des Espagnols qui ont fait en sorte de focaliser la défense sur un côté du terrain pour très vite, grâce à une solution en relais dans la raquette, renverser le jeu à l'opposé. Et encore une fois, c'est ce qui s'est passé ici avec Raquel Carrera qui drive au niveau de la ligne des lancers francs. On voit qu'Emma Messmann et Caroline Skens sont préoccupées par le ballon. Julie Van Loo ne regarde que la balle et plus du tout sa joueuse. Awafam va alors poser un écran dans le dos de Julie Van Loo qui va permettre à Elena Pueyo de couper sur la ligne de fond. Emma ne se rend compte que trop tard puisqu'elle vient aider sur Raquel Carrera. Et derrière, ça va faire 2 points pour Elena Pueyo avec une Julie Van Loo qui est totalement en retard et Julie Allemand dans l'aide qui est un petit peu trop près de sa joueuse à la base de l'action et donc qui est trop en retard pour intervenir sur le backdoor d'Elena Pueyo. Défensivement, l'Espagne a aussi été très forte sur cette première mi-temps, réussissant à casser un petit peu le rythme de la Belgique. Elles n'ont d'ailleurs scoré que la plupart de leurs points sur de la transition ou sur des exploits personnels en attaque, que ce soit des tirs à 3 points d'Antonia Delair ou des interceptions qui amènent à du jeu rapide entre Julie Van Loo et Mamesman par exemple. Mais il n'y a eu sur ce début de match que très peu d'actions de la Belgique sur jeu placé qu'on a l'habitude de voir. Et donc ça a permis à l'Espagne de développer sa défense et de trouver des solutions. On l'a vu en particulier ici, avec une situation où l'Espagne switchait sur les écrans. C'est donc Mariona Ortiz qui se retrouve à défendre sur Caroline Skens et Raquel Carrera sur Julie Allemand. Caroline Skens va évidemment prendre sa position, mais au moment où le ballon va être lâché, on a Alba Torrens qui lit totalement la situation et va pouvoir venir dans l'aide pour voler cette balle. C'est quelque chose qui a été très bien fait en début de match, mais qu'on a assez pu revu par la suite, Mike Thibault s'étant adapté et ayant trouvé d'autres possibilités pour rentrer la balle sur Chiara. On va le voir un petit peu après sur des actions suivantes. Une fois de plus ici, même type d'action avec un pick and roll. Cette fois-ci, on ne va pas changer. Paola Ginzo, qui défend sur la poseuse d'écran, va venir faire un step out. Et Antonia Delair va très vite venir servir Caroline Skens sur le roll, avec Paola Ginzo qui est en retard. Mais regardez le comportement d'Elena Buenavida dans l'aide. Elle lit totalement la situation et va pouvoir intervenir au moment où Caroline Skens va monter au panier pour venir la contrer. Une très bonne lecture de la part de la jeune Espagnole qui a fait un match absolument grandiose. Je pense que tous les coachs de basket rêveraient d'avoir une joueuse comme Buenavida dans leur effectif. C'est une joueuse qui ne compte pas ses efforts, qui est très intelligente, que ce soit offensivement ou défensivement. Et vraiment, elle a fait un tournoi de très grande classe, surtout pour son jeune âge. Mais c'est là qu'on voit aussi l'intelligence des Belges, car Julie Allemand et Emma Messmann ont réussi à créer un vrai jeu à deux lors de cette rencontre, avec tout d'abord une action sur une feinte de main à main, où on a Emma Messmann qui a la balle à 45, Julie Allemand qui va faire la feinte, de venir la chercher dans les mains, pour envoyer Mariona Ortiz dans Raquel Carrera. Derrière, elle va faire une deuxième feinte, en faisant mine d'aller au panier. On voit d'ailleurs que Paola Ginzo est totalement focalisée sur le ballon dans l'aide, prête à intervenir en cas de drive ou de coupe dans le dos de la part de Julie. Mais Julie va mettre une troisième feinte, cette fois-ci pour ressortir à 3 points, laissant Mariona Ortiz sur place alors qu'elle tentait de revenir sur le backdoor, lui libérant totalement le tir à 3 points. Et ça va faire filoche. La Belgique a eu assez peu d'adresse en début de match, mais leurs tirs ont toujours permis de revenir à distance de l'Espagne pour ne pas les laisser s'envoler. Donc ça a été des tirs plutôt bien amenés pour la Belgique, qui n'a pas non plus abusé dans sa prise de tir, même si Julie Van Loo a quand même arrosé. Et comme je le disais tout à l'heure, Mike Thibault a été très intelligent dans son coaching et s'est très vite adapté face aux situations, comme je le disais tout à l'heure, pour servir Caroline Skens et lui rendre la vie beaucoup plus simple. Et on l'a surtout vu juste avant la mi-temps avec deux situations assez similaires. Tout d'abord une situation de high-low entre Emma Messmann et Caroline Skens. Caroline Skens a totalement exploité le switch avec Mariona Ortiz qui défend sur elle. Elle la scille totalement dans son dos. Emma va pouvoir alors la servir. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. Ça fait 2 points. Et une autre situation juste avant la mi-temps. Mike Thibault prend un temps mort sur une remise en jeu côté, car il ne reste que très peu de temps pour scorer. Et on va le voir juste ici, où c'est Antonia Delair qui s'occupe de la remise en jeu. On va avoir un système avec une remontée d'écran pour Julie Allemand qui va recevoir la balle tête de raquette. Elle va tout de suite la rendre à Antonia Delair et regardez le comportement d'Emma Messmann qui pose un écran sur Elena Pueyo pour créer un retard, ce qui permet à Julie de rendre la balle à Antonia. Derrière, Kiki a totalement mis Awafam dans son dos qui va pouvoir être servi et ça va faire 2 points. Ça permet à la Belgique de revenir seulement à 6 points au moment de la mi-temps. Et c'est un vrai coup de pouce pour les Belges qui rentrent au vestiaire avec le momentum sur le match.
Dès la reprise de la mi-temps, on sent d'ailleurs que les Belges ont envie d'appuyer là où ça fait mal, avec une défense beaucoup plus agressive, un passage en zone match-up par moment, comme l'Espagne l'avait fait contre la France. L'Espagne l'a également fait sur ce match, on a vraiment eu une bataille tactique entre les deux coachs, mais offensivement, la Belgique a appuyé là où elle avait des certitudes, et ça a été sur Kara Linskens, puisque tout de suite, on a cherché une situation de high-low. Ici, Julie Allemand a la balle dans l'aile à 45 degrés côté gauche. Chiara va essayer de mettre Raquel dans son dos, qui défend plutôt bien l'entrée de passe sur la ligne de fond. Julie lit donc très bien la situation. Elle va passer le ballon à Emma en tête de raquette. Raquel Carrera va essayer de couper la balle plein axe, mais ça va permettre à Emma de délivrer un caviar sur la main droite de Caroline Skens pour qu'elle puisse attaquer sur la ligne de fond après le mouvement de Raquel Carrera. Et ça va faire 2 points. Vraiment, cette action, c'est de la poésie de la part d'à peu près tout le monde, que ce soit la défense de Raquel Carrera, mais également les lectures offensives de Julie Allemand, Emma Messmann et Caroline Skens. C'est très très fort et on a eu le droit à des performances de très haut niveau lors de cette finale. De son côté, Emma Messmann a été un peu plus en galère offensivement, terminant à 7 sur 17 au tir sur ce match, mais par contre elle a eu encore une fois de très bonnes lectures, même au niveau de sa prise de tir, puisqu'on va le voir ici, elle a été plutôt bien défendue par Raquel Carrera sur l'ensemble de la rencontre. Ici, elle va venir attaquer le côté gauche du terrain qui est totalement surchargé avec les 4 autres joueuses belges. On va avoir Julie Van Loo qui va ressortir à 3 points. Le mouvement est très intelligent. Et Caroline Skens qui va venir dans sa coupe, venir mettre un petit écran assez léger à Raquel Carrera qui suit Emma Messmann. Ça va provoquer un temps de retard, obliger Awafam à sortir sur le tir pour essayer d'aider Raquel Carrera. Derrière, Emma va pouvoir prendre son tir à mi-distance vu qu'elle a créé le décalage. Elle aurait également pu faire la passe au moment du shoot à Caroline Skens qui avait profité du changement de joueuse et Raquel Carrera qui est encore en retard. Et ça aurait pu aussi faire 2 points. Donc encore une fois, ça a été très bien lu de la part des Belges qui sont sur une très bonne séquence dans ce troisième quart-temps face à l'Espagne. Mais les Belges ne sont pas les seuls à être très intelligentes, et l'âge ne fait même pas tout, puisqu'encore une fois, on en a parlé beaucoup en début de débrief de ce match, mais Awafam a été extrêmement intelligente sur certaines actions en fin de match, avec ici par exemple un pick and roll qui est joué par Aina Ayuso à 45 côté gauche, qui va venir dribbler plein axe. On a Awafam qui va venir poser un écran dans le dos à Antonia Delair qui défend sur Villaro à l'opposé, et qui va, je ne sais pas si vous le voyez avec son bras, faire le signe à Ayuso de renverser le ballon pour Villaro. Ça va permettre à Villaro d'attaquer l'intervalle, elle qui a énormément d'avance. Delair était prise dans l'écran, Caroline Skens était venue dans l'aide sur Ayuso, et Messmann pareil, qui est focalisé sur la première poseuse d'écran, et ça va permettre à Villaro donc de plonger dans la raquette et de libérer le ballon, étant donné que toute la défense est attirée par la balle, sur Awafam, qui se replace très bien et se rend disponible pour un petit flotteur dans la raquette. Encore une fois, des deux côtés, pas grand chose à dire, ça défend plutôt bien du côté de la Belgique, mais l'Espagne trouve de très bonnes solutions et peut compter sur cette fin de match, sur ces jeunes qui ont fait une vraie partition, que ce soit Awafam, Aina Ayuso, Elena Pueyo aussi, qui a été très forte lors de cette finale. Et ça a même permis à l'Espagne de faire un run de 14 à 4, comme vous le voyez en bas de l'écran, qui s'est même transformé en run de 16-4 après ce panier d'Awafam, et qui a vraiment fait déjouer cette équipe de Belgique pendant presque 10 minutes entre la fin du troisième et le quatrième quart-temps, prenant jusqu'à 12 points d'avance à moins de 3 minutes de la fin du match. Mais j'en parlais pendant le match sur Twitter, je ne suis jamais serein quand Emma Messmann joue au basket dans l'équipe adverse, et ça s'est une fois de plus confirmé puisque c'est elle qui lance le gros run de la Belgique pour terminer le match, avec cette fois-ci une situation où elle est au poste bas, ça vient venir doubler sur elle, libérant totalement Caroline Skens, lui permettant de trouver une très belle passe pour Chiara dans la raquette et qu'elle finisse pour 2 points. Cette action a été ce qui a lancé un petit peu le début du retour de la Belgique, malgré un ultime panier pour l'Espagne d'Elena Pueyo quelques secondes plus tard. C'est vraiment cette action qui a totalement relancé la Belgique et qui a suivi ensuite par des actions individuelles de certaines joueuses et d'autres actions plus collectives qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait vu de l'Espagne en début de match, avec ici un pick and roll entre Antonia Delair et Emma Messmann. Le pick va être pris une première fois vers la gauche, puis être retourné pour attaquer vers la ligne de fond. Awafam voit le danger au moment du switch et décide de venir aider sur Emma Messmann qui plonge au niveau de la raquette, libérant totalement Caroline Skens pour un tir à 3 points, et elle qui n'en avait même pas tenté sur le début du match, va faire une énorme filoche permettant à la Belgique de revenir et de lancer son run de 14-0.
Et c'est là où l'Espagne a certainement perdu un petit peu en lucidité au fur et à mesure de la rencontre. La jeunesse peut-être pour certaines, la fatigue aussi qui peut rentrer en compte dans ce genre de match. Mais on l'avait vu en début de rencontre, c'est souvent la joueuse à l'opposé du ballon, donc ici Aina Ayuso, qui aurait dû venir en aide sur Emma Messman qui était sur le rôle. Mais finalement, Awafam a totalement délaissé sa joueuse, lui laissant le tir ouvert. Donc ça a été un manque d'ajustement de la part des Espagnols. On voit qu'Elena Puello, qui défend sur Julie Van Loo, ne vient pas du tout aider sur le tir, ne serait-ce que pour mettre une main et gêner un petit peu la shooteuse. Ici, on laisse totalement ouvert Caroline Skens en tête de raquette, qui ne va donc pas se faire prier pour punir l'équipe espagnole. Ensuite, on a eu le droit à un magnifique tir à 3 points de Julie Allemand, après un très beau step back. Je ne l'ai pas mis ici, c'est plus une action personnelle, mais on a surtout le pick and roll à la fin, avec Emma Messman et Julie Allemand. L'Espagne est à plus 3 à 20 secondes de la fin du match, et Julie Allemand va être très intelligente dans sa prise de décision, puisqu'au lieu de forcer la recherche d'un tir à 3 points, elle va voir que la défense n'est absolument pas focalisée sur elle. Elle va très vite prendre de l'avance sur Aina Ayuso sur le pic. Raquel Carrera ne va pas venir dans l'aide. Awafam est trop en retard et ça libérerait Emma Messman à 3 points. Julie va donc pouvoir aller finir très rapidement. Vous voyez, il reste 14 secondes sur la possession. Il s'est passé seulement 10 secondes sur cette possession belge et elle a permis de scorer 2 points, laissant énormément de temps encore au chrono et forçant Miguel Mendes à prendre un temps mort. Et c'est là que tout se gâte pour l'Espagne. 65-64, il reste 18 secondes de jeu. On se dit, il suffit de faire tourner un petit peu le ballon, éviter que les Belges ne l'interceptent ou fassent une faute trop rapide, de mettre les lancers francs et le match est quasiment gagné. Oui, mais c'était sans compter sur Mariona Ortiz. Car l'Espagne a très bien joué sur la remise en jeu, faisant perdre près de 8 secondes à la Belgique sur l'action. Après un renversement sur Paola Ginzo, la balle revient dans les mains de Mariona Ortiz qui va venir chercher Alba Torrens qui n'avait pas encore franchi la ligne médiane avec une passe absolument catastrophique. Alba ne va pas réussir à capter le ballon et ça va permettre à Antonia Delair, toujours dans les bons coups, elle qui avait déjà sauvé la Belgique en demi-finale, d'intercepter cette balle et d'aller poser un lay-up avec 6 secondes au chrono, permettant à la Belgique de passer devant 65-66. On peut évidemment comprendre le choix de Miguel Mendez d'avoir relancé Mariona Ortiz et Alba Torrens sur cette fin de match, étant les deux joueuses les plus âgées de cet effectif et amenant une certaine expérience de situation de ce genre. Cependant, au vu du très bon match des jeunes joueuses, que ce soit Ayuso, Puello, Carrera ou Femme, je ne sais pas si c'est un choix que moi personnellement j'aurais choisi de faire à ce moment-là du match. On comprend bien que Mariona Ortiz cherche Alba Torrens pour lui donner le ballon pour que ce soit elle qui tire les lancers francs, mais en fait elle perd toute spontanéité dans son jeu et force complètement la passe, ce qui provoque la perte de balle, la défaite de l'Espagne qui échoue très proche d'un nouveau titre de championne d'Europe. Mais malgré tout, moi en tant que supporter espagnol, je ne vais pas vous le cacher, je suis très fier de cette équipe. Personne ne les attendait là, moi le premier. Je pensais qu'elles auraient beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à batailler pour le podium. Je les voyais un cran en dessous des autres favorites. Mais encore une fois, elles m'ont fait mentir. Il y a vraiment une excellente génération espagnole qui est en train de monter pour les très jeunes joueuses comme Yana Martin, Awafam et Elena Bonavida. Pour d'autres un peu plus âgées comme Elena Puello ou Raquel Carrera qui sont de 2001, donc ils n'ont même pas 23 ans encore. Et on a encore d'autres jeunes qui vont monter petit à petit avec les retours de Maria Condé, Megan Gustafsson, Maïté Cazorla aussi. On va ramener cette expérience dans l'effectif. Donc vraiment l'avenir est radieux pour cette équipe espagnole qui décroche une très belle médaille d'argent face aux championnes d'Europe en titre et aux nouvelles championnes d'Europe du coup, la Belgique, portée par un trio Emma Messman, Julie Allemand, Caroline Skens sur ce match, qui peuvent remercier bien fort Antonia Delair pour son shoot en demi-finale et son interception lors de la finale. Vraiment, elle a été le facteur X pour cette équipe. Une fois de plus, je le disais en début de compète, mais Caroline Skens a eu un rôle prépondérant et a été le facteur X sur tout le long de la compétition pour la Belgique, elle qu'on a tendance à moins mettre en avant dans les 4 fantastiques belges. Elle a encore une fois été impériale hier, terminant à 17 points lors de la finale, à 7 sur 9 au tir, avec 6 rebonds pour 18 dévals. Elle a vraiment été très très forte et a permis à la Belgique de revenir dans le match grâce à sa présence dans la raquette. Une fois de plus, félicitations à cette équipe belge, c'est la meilleure équipe d'Europe sur les dernières années et le titre est amplement mérité. Elle succède donc à l'Espagne qui était la dernière nation à avoir fait un back-to-back de championne d'Europe. Et Emma Messman rentre un peu plus dans l'histoire avec un nouveau titre de MVP,
devenant la seule joueuse de l'histoire à avoir 2 titres de MVP à l'Eurobasket. Félicitations à Mike Thibault également, qui est arrivé très tard avec cette sélection, sur la fenêtre de février, et qui a réussi à s'adapter assez rapidement avec son équipe pour les mener jusqu'au titre, présentant de très bons systèmes et de très bons ajustements lors des matchs importants. On l'a vu contre l'Allemagne, contre l'Italie en demi, mais également contre l'Espagne en finale. Ça a vraiment été un très beau duel tactique entre lui et Miguel Mendes. Donc merci, messieurs, de nous avoir proposé ça. Merci à toutes les joueuses qui sont rentrées sur le terrain ou non, qui nous ont proposé une finale de très haute qualité. Vraiment, ça a été un plaisir. Et une dernière fois, félicitations à cette équipe de Belgique. Et voilà, c'est tout pour cet Eurobasket et pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci également pour le soutien pendant tout cet Eurobasket. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère que la couverture de l'événement vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette finale, si vous êtes content que la Belgique soit championne d'Europe, si vous êtes déçu pour la 4e place de la France, ce que vous avez pensé un petit peu de la fin du tournoi. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite. Je ne sais pas encore quand. Je vais peut-être prendre une petite semaine de pause. Si vous le souhaitez, il y a les compétitions internationales jeunes qui vont commencer. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Souvent, les matchs sont disponibles sur YouTube. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça pour voir les futures pépites du basket mondial. Comme je vous le disais, je ne sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à suivre WhoGotNext sur Twitter et sur Instagram pour rester informé. On se retrouve très très vite. Peace out.